Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes encore avec monsieur le professeur David. On doit parler à propos de l'éducation si il deviendra président de la République démocratique du Congo. Lui-même, il doit se présenter, il doit nous parler aujourd'hui sur l'éducation. Vous êtes le bienvenu, prof, sur notre studio Bethsaida TV. Non. Alors, merci beaucoup. J'ai juste une petite rectification. Je pense que c'était l'éducation et la santé. Oui, l'éducation et la santé, oui. Et la santé, parce que moi je me suis préparé pour les deux. C'est le dire. Bon, alors d'accord, alors je suis David Zinga Ditomene, d'accord, je suis congolais de naissance, je suis né à Kinshasa, et je suis formé en économie, en droit, donc j'ai une licence en droit, j'ai une maîtrise en économie. Et je m'intéresse aux questions d'administration publique et puis aux questions de stratégie. Je suis enseignant depuis très très longtemps. J'enseigne jusqu'à aujourd'hui au niveau collégial. J'ai également enseigné au niveau de l'université. Le titre de professeur, ce n'est pas le titre de professeur tel qu'on entend au Congo. Là. Mais nous sommes habitués à tout le monde qui donne les cours, c'est un professeur. Voilà. Ici on dit prof, donc on dit professeur parce que j'enseigne. Donc en gros, c'est à peu près ça. Je fais quelques conférences. Je m'intéresse beaucoup au Congo parce que c'est mon pays. C'est votre pays natal. C'est mon pays d'origine. Non seulement c'est mon pays d'origine, c'est là que mon cœur bat au Congo. Donc je ne peux pas passer une seule seconde sans, je dis bien pas une seule seconde, je ne peux pas penser au Congo. Je pense au Congo comme je pense à mes enfants, comme je pense à mes parents, à tout le monde qui est là. Donc évidemment, c'est pour ça que la plupart des questions qui intéressent les Congos m'intéressent également. Alors voilà, c'est à peu près ça. Oui, prof, aujourd'hui on doit parler sur l'éducation et la santé, comme on s'est parlé la semaine passée. C'est notre deuxième interview qu'on est en train de vous interviewer en tant que futur président de la République. Est-ce que tu peux nous parler, quelle est la différence au temps colonial, l'éducation d'État colonial et aujourd'hui? Et si tu deviendras président de la République, qu'est-ce que tu dois nous amener comme de nouveau quand tu deviendras président de la République sur l'éducation? Bon, alors, j'aimerais parler des deux sujets en parallèle, l'éducation et la santé sans forcément les séparer. Oui, on doit les séparer parce qu'on doit d'abord aborder l'éducation d'abord. Parle-nous de l'éducation. Qu'est-ce que tu dois nous amener? Qu'est-ce que tu as vu compte tenu de le temps colonial, du temps de Mobutu, le temps de président Désiré Kabila, de président Joseph Kabila et Tchan Tshisekedi. Aujourd'hui, quand tu deviendras président de la République? Disons que je n'étais pas là, j'ai connu Mobutu, je suis un enfant de mobutisme, d'accord, ça, je ne le nie pas. Donc moi, pendant toute ma vie au Congo, le seul président que j'ai connu, c'est Mobutu, d'accord. J'ai commencé mes études en 65, c'était Kasavubu qui était là, mais je ne l'ai pas connu celui-là, mais j'ai connu Mobutu, d'accord. Et je suis parti, Mobutu était encore là. Je n'ai pas connu ni Kabila père, ni Kabila fils, ni l'actuel également. J'étais déjà à l'étranger. Parce que ça fait 38 ans que je n'ai pas mis les pieds au Congo. Tu es à l'étranger? Oui, je suis à l'étranger. Mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser aux questions congolaises. Mais peut-être tu peux se perdre quand tu retournes là-bas. Bon, disons que j'ai toujours été en contact. C'est sûr que la réalité sur le terrain est probablement différente. La perception que j'ai avec moi, mais je pense que pour pouvoir m'habituer, m'acclimater, ce n'est pas si compliqué que ça, parce que, comme je dis, je suis demeuré en contact avec le Congo, donc j'écoute les nouvelles du Congo pratiquement tous les jours, d'accord. J'écoute à peu près 3-4 chaînes, y compris les chaînes publiques, y compris les médias sociaux, donc ça me permet quand même d'être à la ligne du pays, de tout ce qui se passe au Congo. Le plus important, c'est de savoir quelle est la mentalité des personnes. Quant aux situations des personnes, les gens qui viennent ici, qui voyagent, me disent à peu près c'est quoi la situation là-bas, alors je ne vois pas les raisons. Et pour le mettre en doute, pour revenir sur notre sujet, de l'éducation. Oui, j'aimerais d'abord je vous remercie d'abord parce que nous en parlons très peu. Ces deux questions-là, d'accord? Des questions différentes. Oui, les questions de la santé et puis de l'éducation. Malheureusement, nous en parlons très peu. Et lorsqu'on essaie d'aborder ces questions-là au niveau congolais, c'est toujours en matière de spécialistes, en matière d'une connaissance à peu près exotique. Or, ce qu'on oublie, c'est que
l'éducation et la santé. Ce sont des choses de base d'un pays. Oui, ce sont les béquilles les plus importantes pour le développement d'un pays. D'accord? Oui. Pourquoi? Parce qu'une population en bonne santé, une population instruite, pardon, elle est aussi productive. Alors, quand on dit une population productive, c'est une population qui est capable de créer de la richesse, de la distribuer, en créant des emplois et d'autres biens publics, également de pouvoir assurer sa sécurité. Quand on dit sécurité dans le sens le plus large, au niveau de la sécurité, quand on est instruit, on sait très bien qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas donner à ses enfants, qu'est-ce qu'on ne peut pas donner. Voilà, au niveau d'hygiène. Aussi, ça amène la compréhension. Oui, oui. Et c'est beaucoup plus facile, d'accord? Ça nous permet finalement d'être en plus grande sécurité. Quand on est instruit, on comprend mieux. Quand on dit faites tel sacrifice, on va le faire parce qu'on sait quel est le bénéfice plus tard. Il y a tout le volet aussi, le volet de la cohésion sociale. Une population instruite, une population qui est en bonne santé, permet également aussi d'assurer une bonne cohésion sociale. Alors, si on n'a pas de cohésion sociale, c'est difficile d'avoir la paix. La paix, oui. Oui, la paix est impossible. On va tous se regarder comme étant tout un axe. C'est ça la situation actuelle au Congo, non? C'est ça le problème que nous avons. Tous les Congolais, je parle des Congolais là. Je ne parle pas de ceux qui sont empruntés ou quoi que ce soit. Tous les Congolais en général. Oui, je parle des Congolais là, des vrais, d'accord? Parce qu'il faut faire attention, je ne verse pas dans le discours d'exclure qui que ce soit. Non, 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 non. Je parle de ceux qui ont leur cœur au Congolais, au Congo, pardon, d'accord? Ceux qui n'ont pas de choix comme moi de dire que finalement mon pays d'origine, c'est le Congo. D'autres ont d'autres possibilités pour dire, ah ben non. Tous ces Congolais-là se regardent tous comme étant des Congolais, ils aiment beaucoup leur pays. Mais lorsque vient le moment de partager la richesse collective, les gâteaux. Le gâteau, alors, ça devient un problème. Si ce gâteau-là est trop petit, alors ça devient tout d'un coup un problème. Là, ils se deviennent maintenant l'étranger. Ah ben là, lui, il est de tel coin, lui, il est de tel endroit, pourquoi il est dans tel endroit, chose. Mais oui, mais ça mène le tribalisme. Voilà. Ça mène, c'est que donc le tribalisme tel qu'on le voit aujourd'hui n'est pas une attitude que nous avons en soi, d'accord? Parce qu'on se marie au Congo, on mange au Congo la même chose d'un bout à l'autre, du nord au sud et compagnie. Mais il arrive simplement comme étant un réflexe parce que il y a pénurie de biens. Or, les seules façons de pouvoir répondre à cette pénurie de biens-là de façon efficace, c'est vraiment d'avoir des personnes instruites, d'avoir des personnes en bonne santé. Parce qu'une personne instruite, vous êtes arrivé ici, n'est-ce pas? Vous avez, parce que vous avez un minimum, vous êtes regardé, voilà, quelles sont les opportunités. Parce que c'est ça le problème. Quelqu'un qui est instruit regarde constamment quelles sont les opportunités que j'ai en face de moi. Ah, cette porte-là est fermée, alors je vais essayer d'ouvrir l'autre. D'accord? Et qu'est-ce qu'il me faut pour ouvrir l'autre? Là, je vais prendre les moyens. Donc, si on revient à la question on avait posé une question qu'est-ce qu'on. L'éducation à l'époque coloniale versus aujourd'hui et compagnie. Bon, je veux en parler, mais parce que pour moi, c'est à la fois là qu'est le problème, mais ce n'est pas là totalement le problème aussi. Parce que beaucoup parmi nous, moi j'ai connu, je suis l'une des personnes qui avons bénéficié un peu de ce qu'était l'éducation coloniale. Je n'étais pas sous la colonisation, mais quand même. Il y avait une suite qui était là. Et puis l'éducation sous Mobutu, d'accord? Et j'ai maintenant les échos des enfants qui sont là-bas au pays, que je vois, puisque j'ai le privilège d'être au niveau collégial, et je vois les enfants congolais qui arrivent aujourd'hui, qui entrent dans le niveau collégial, d'accord? Donc j'ai la possibilité, c'est comme je dis, même si je n'habite pas là, je suis pas mais tu le vois. Oui, je le vois, d'accord, oui. Et tu as l'idée des bagages qu'ils ont amenés. Des bagages qu'ils ont, que ce soit au niveau de la santé, je suis impliqué actuellement à essayer de produire un plan d'affaires pour un hôpital qui va être construit à Kolwezi. Mais pourquoi on m'a demandé à moi de le faire? Pourquoi on n'est pas allé demander à chose? Parce que les gens savent très bien que je connais très bien comment fonctionne le système de santé ici. J'ai côtoyé beaucoup de médecins ici. Et tu as de l'expérience, tu sais la façon que ça fonctionne. Et j'ai l'instruction qu'il faut pour le faire. Alors donc je dis, bon, l'éducation, il faut faire attention à ces sentiments nostalgiques que nous avons de l'époque coloniale. Non. Parce qu'une bonne partie des problèmes que nous avons actuellement, c'est justement lié à cette époque coloniale-là.
Justement. Comment? Oui, je vais expliquer tout bonnement. Ouais. Le colon, lorsqu'il est arrivé, il Ouais. n'est pas arrivé là pour nos beaux yeux, là, d'accord. Tout ce qu'il a dit, voilà, là, c'était pas pour ça. Là. Le colon est arrivé là, il y a eu deux types de colonisation, des colonies dans le monde, d'accord. Il y a ce qu'on appelle des colonies de peuplement, comme l'Afrique du Sud. Les Blancs sont allés en Afrique du Sud pour y demeurer, d'accord. Et vivre. Oui, pour y vivre, voilà, d'accord. Si vous allez en Afrique du Sud, vous allez voir que finalement en Afrique du Sud... Il y a la différence. Vous avez la différence. Vous allez partout en auto, vous allez partout en train, vous allez par ce sens, d'accord. Et il y a ce qu'on appelle également la même chose comme le Canada. Le Canada était une colonie de peuplement. Ils sont venus ici pour s'installer, pour y vivre. Les États-Unis, c'est la même chose, d'accord. Mais l'autre catégorie, le nôtre, là, c'est une colonie d'exploitation. Ils ont l'idée de venir exploiter. Oui, ils sont simplement venus là-bas pour exploiter. Non construire, non éduquer. Non pas pour éduquer ou quoi que ce soit, ou pour développer. Non, d'accord. Le piège était déjà construit depuis 1885. Ils sont venus là uniquement... D'abord, on a vu la brutalité avec laquelle ça s'est passé, là, d'accord. Les gens ont eu le mec coupé et compagnie de choses. Alors, avec la brutalité. Oui, la brutalité qui a continué à chose. Alors donc, ils ont formé des personnes. Ils ont formé des personnes uniquement pour leurs intérêts. Leur intérêt, l'industrie de l'exploitation. Ce n'était pas pour permettre aux Congolais de vivre en dehors de la Belgique et des Belges. D'accord? C'est-à-dire que les Congolais qui ont été formés, nos parents et compagnie, ne pouvaient fonctionner que dans le cadre, très bien que dans le cadre d'un système colonial. C'est pour cela que lorsqu'on a enlevé le système colonial, ben, tout s'est effondré totalement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis une base en disant que même si nous ne sommes pas là, la population congolaise, ils seront capables de faire la continuité de ce que là où nous sommes limités. Et qu'ils soient capables, comme les Anglais font. Comme les Anglais ont fait ici au Canada, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en Zambie. Il y a une communication routière parce qu'ils sont venus pour y habiter. Si je comprends très bien. Mais un petit peu au Kenya aussi. Au Kenya, oui. Ils sont là. Mais dans notre cas, nous, ce n'était pas ça du tout. Là. Dans notre cas, nous, je regrette. C'était pour venir nous piller. Non, c'était uniquement une société qui étaient là pour pouvoir piller le pays, d'accord, exploiter le pays. Et d'ailleurs, même quand on regarde, de 1885, à peu près 5 ans plus tard, là, d'accord, ben, tout ce qu'ils avaient mis là comme investissement était très, très rentable. Ils ont tiré beaucoup de ressources. Alors, c'est bien que finalement, ben, lorsqu'ils ont décidé de partir, mais il y a combien de Congolais qui étaient directeurs d'école? Il y a combien de Congolais qui étaient superviseurs des écoles? Il y a combien de Congolais qui avaient l'habitude d'être ministres, députés chez nous, lorsqu'ils sont partis? Il y a combien de Congolais qui étaient des... Alors, on s'est retrouvés au Congo, à l'époque, à la fin de l'indépendance, d'après ce qu'on me dit, ben, il y avait à peine sur une population de 13 millions d'habitants, ben, il y avait 3 universitaires. Donc ça c'était le modèle était un modèle, comme je dirais, était un modèle efficace pour ce type d'économie-là, mais ce n'était pas un modèle efficient. C'est différent entre les deux. Il était efficace, il était très efficace. Si on compare, si on fait la comparaison, on verra qu'à cette époque-là, les Congolais, si on prend le Congolais jusqu'au niveau de l'école primaire, c'est l'une des populations les plus scolarisées. Ok. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Qu'on ne développe pas un pays avec des gens avec un diplôme d'école. Il faut ça. C'est une étape nécessaire. Mais on ne développe pas un pays avec les gens avec un diplôme d'école primaire. Quel est l'âge d'un enfant qui sort de l'école primaire? Il a quoi? 12 ans, non? 12 ans. Alors, est-ce qu'on peut confier le développement d'un pays à quelqu'un qui a pour toute formation que 12 ans? Non. Non, c'est un peu difficile. C'est très très difficile. Alors donc, nous n'avions pas cette possibilité-là de pouvoir le remplacer et continuer la chose. Bon, alors, ceux qui sont venus après, après l'indépendance, immédiatement, ils ont continué avec ces systèmes-là. Le système colonial. C'était le système colonial. Qui continue. Et il en a profité. Oui. Qui continue d'ailleurs, qui est le même, d'accord, qui est d'ailleurs le même jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que il produit des gens pour rien du tout, parce que la colonisation n'existait plus. Le système qui était là
produisaient pour la colonisation. Aujourd'hui, on a gardé le même système qui produit des gens pour pratiquement rien du tout. Les résultats, c'est que nous avons aujourd'hui, c'est que la plupart des gens chez nous vont étudier, peu importe leur domaine, ils vont étudier pour aller dans l'administration publique ou alors dans la politique. Tout le monde. Tout le monde pense d'être un politicien, être honorable. Oui, parce que c'est la seule industrie que la personne peut s'en sortir. Là, on peut gagner un peu du pain. Oui, mais c'est la seule qui existe. même si on se rend compte qu'elle n'arrive pas à absorber tout le monde, d'accord. Mais on a cette idée-là que finalement, après tout, c'est un peu comme l'ivrogne, d'accord. C'est un peu comme l'ivrogne, d'accord. Quand tu es sous, tu as perdu tes clés, tu vas toujours aller chercher là où il y a la lumière, d'accord. Tu vas toujours aller au même endroit, d'accord. Alors c'est un peu notre problème à nous, d'accord. C'est-à-dire que nous avons hérité d'un système qui était efficace pour la colonisation. Nous avons gardé les mêmes systèmes et aujourd'hui ces systèmes-là ne donnent pratiquement rien parce que tout le monde veut aller dans la politique, dans l'administration. Autrement dit, c'est qu'étaient les Blancs, c'est qu'était l'image des Blancs qu'on avait. Parce que c'est qu'on avait comme image des Blancs quoi. C'est que l'image, nous travaillons, d'accord. Parce que si nous avions continué, si nous avions dit, ok, ils sont partis, organisons les travails sur la même base. De l'éducation. Oui, de tous les restes là. Organisons les choses sur la même base qu'eux ils avaient, mais travaillons nous-mêmes. Si nous avions fait ça, nous aurions eu le même résultat. Mais qu'est-ce que nous avons eu? Ceux qui ont remplacé les Blancs se sont dit, ah mais là, les Blancs ne travaillaient pas. Ils faisaient travailler les autres. Alors ces gens-là ont voulu faire travailler les autres. Ils ont voulu faire travailler la population. Et la population dit, mais ça n'a pas de sens. Nous avons fait partir les autres. Nous sommes maintenant indépendants. Et moi, je ne vais pas accepter que toi, tu travailles pour moi. Moi, je travaille pour toi. Alors, tout d'un coup, tout ce qu'on avait gelé pendant longtemps, d'accord, la question des tribalismes, d'accord, a pris le dessus tout d'un coup. Ah, mais non, mais toi, parce que tu n'es pas de chez moi. Tu me fais souffrir. On acceptait le fouet enfin, on subissait le fouet du colon et on était contre lui, mais parce que le colon était un blanc, il était différent de nous. Mais là, maintenant, les autres qui veulent le remplacer, qui sont comme nous, mais là, on accepte. Qu'on a de même couleur, là, on n'accepte plus. même tribu, même village. Oui, là, on n'accepte plus. Et c'est juste qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de dénoncer, hein. On dénonce, et ça ne donne rien. C'est-à-dire, on a utilisé, on a un complexe de l'infériorité. Si c'est entre nous, on n'arrive pas à donner l'importance de ce que tu as, mais si c'est un blanc, on lui donne des importances. En même temps, vous avez de même habilités avec... Même plus que ça. Même, tu peux être au-delà. Oui, même plus que ça. Et ça, c'est complexe-là, même devenu pire, parce que il suffit simplement que quelqu'un soit un étranger, d'accord. À une certaine époque, on disait blanc. Maintenant, d'accord, mais qui sont les étrangers au Congo? Ils viennent maintenant d'un peu partout. Ils viennent maintenant d'un peu partout, là, d'accord, y compris autour de nous, d'accord. Il suffit simplement qu'ils soient étrangers, le Congo dit, ah ben là, il y a de l'argent à faire avec lui. D'accord. C'est devenu pire que ça, d'accord. À une certaine époque, là, on dit, ah, c'est les Blancs, d'accord. Mais aujourd'hui, l'étranger, d'accord, le complexe, nous l'avons vis-à-vis de tous ceux qui viennent de l'étranger. Toi et moi, aujourd'hui, nous pouvons retourner là au Congo, on va tous être encensés parce qu'on vient du Canada. C'est-à-dire qu'on te voit comme étant congolais, certes, mais on voit en toi quelqu'un qui vient du Canada, un étranger, donc on va t'ouvrir toutes les portes. Alors que les mêmes compétences, ils peuvent l'avoir sur place, ils peuvent le produire sur place. Moi, je vais faire une comparaison. J'ai vu des étudiants congolais venir ici, d'accord, apprendre pour la comptabilité. Mais ces étudiants-là, quand on leur a donné une feuille, un exercice en comptabilité, de l'écrire à la main, ils étaient meilleurs que ce que nous avons ici. Je prends la comparaison quand je prends mes enfants et puis mes neveux, au niveau de parler français, de la maîtrise des français, mes neveux qui sont au Congo, d'accord. Oui, mais ils parlent, ils écrivent français de loin mieux que mes enfants, d'accord. Mes enfants, ils parlent français, la plupart des enfants ici au Canada parlent français à la façon dont ils l'ont capté, c'est tout point. Le français de la rue. De la rue, oui, c'est tout. Vous voyez ça, d'accord. Mais mes neveux, là, tu les mets en face de mes enfants, ils sont complexés. De l'infériorité. Voilà. En disant qu'ils sont tellement très formés par rapport de nous, ils sont des professeurs blancs. Voilà. Alors que nous avons des professeurs
chocolat ou noir. Oui, oui. Donc, vous voyez simplement ça. Moi, je le vois là. Alors, ces étudiants-là, quel était leur problème? Quand on leur donnait maintenant de faire les mêmes exercices de comptabilité, d'accord, sur Excel, parce qu'ils n'ont jamais connu, ça devient difficile. Ils échouaient tous. Mais sur le papier, ils sont capables. C'est-à-dire, quand tu deviendras président, c'est-à-dire tu dois mettre ton de matière, les ordinateurs dans toutes les écoles. Mais bien sûr que la réponse est maintenant là. Il faut penser à un système d'éducation. Il ne faut pas le voir simplement comme étant une question de classe, une question de professeur. Non. C'est un système là, d'accord, qui doit être établi. Oh oui, c'est un système, c'est un ensemble, c'est un tout. Comme vous ici là, d'accord. Comme vous ici, vous avez tout un système. L'objectif de ton système, c'est quoi? C'est de produire des services de coiffure. C'est ici l'émission que nous organisons ici, c'est un système, d'accord. Il y a quoi dans un... Qu'est-ce qu'il y a dans un système? Il y a d'abord les règles, je vous ai appelé la dernière fois. Dans un système, il y a les règles. Peu importe le système, que tu prends les systèmes de transport, les systèmes de santé, les systèmes de... C'est pour ça que moi, je préparais plutôt ça en parallèle, mais tant mieux. On prend les systèmes de santé, les systèmes d'éducation, les systèmes de transport, d'accord. Il y a d'abord les règles. Qui doit être fixé. Il y a les règles. Et respecté. Oui. Il y a les règles. Il y a le personnel qui doit être compétent. Il y a des équipements qui doivent être fonctionnels. Pas forcément à la pointe, mais qui doivent être fonctionnels. Il y a les bénéficiaires, les usagers du système. Et puis, il y a finalement les interfaces. Vous dites à quelqu'un, lorsque vous arrivez, je suis en train de coiffer, tu ne t'assois pas à cette place-là, il y a déjà quelqu'un, tu t'assois là. Ça, c'est une règle. La règle qui est établie. Voilà. Si tout le monde arrive, accepte et respecte cette règle-là, toi, tu vas coiffer dans un délai qui est tout à fait normal, avec beaucoup d'efficacité. Il n'y a pas de pression. Voilà. Et chacun son temps. Oui, chacun son temps. Si quelqu'un arrive, tu dis, non, une fois que c'est fini... Je dois prendre celui qui était arrivé avant vous, d'accord. Et vous passez à la caisse, vous payez. Je ne fais pas crédit, d'accord. Tout ça sont des règles. Alors nous voyons le système de transport ici, comment ça fonctionne. Donc, nous avons des règles établies. Donc il nous faut d'abord avoir des lois. Quand je dis règles, là, ça comprend les lois, les règlements, les normes, d'accord, les lois, les règlements, les normes, les directives, par exemple, des politiques. Nous parlons des systèmes d'éducation. Et nous avons toute la question du personnel. Il nous faut former du personnel. Il faut former du personnel. Parce que il n'en demeure pas moins que à la fameuse époque dont on dit époque coloniale, ce n'étaient pas les Blancs qui nous enseignaient, pas tous. C'était les Africains. Les Africains. En provenant du Congo, c'était en provenant de... Non, c'était les Congolais qui nous enseignaient. Moi, mon premier enseignant, c'était un certain monsieur François Massamba. Et à cette époque, ils avaient quel niveau de diplôme? Oui, mais c'était même pas une question de diplôme. C'était des personnes qui avaient tous fait... Qui étaient formées. Qui avaient fait l'école primaire, et puis qui ont fait 2 années d'école secondaire. Oui. C'est comme nos parents et compagnie, c'est ce qu'ils avaient fait. C'est-à-dire la formation est efficace. Et c'est efficace, oui. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas une question des diplômes, d'accord. C'est une question que vous ayez un personnel compétent. Or, lorsqu'on dit personnel compétent, tout le monde pense actuellement, d'accord, c'est le défaut de la colonisation, d'accord. Tout le monde pense complètement, il faut avoir un diplôme d'université. Et ils ont tous acheté des diplômes d'université, on se rend compte qu'ils sont incapables de faire fonctionner. C'est ce qui me dérange présentement, Président. Quand tu deviendras, c'est-à-dire que tu dois nous amener le système d'avoir des formations. Parce que chez nous au Congo, si une personne a un diplôme au niveau secondaire, on lui considère comme s'il ne suit pas instruit.
Bon. Mais on prend les gens, même aujourd'hui, même les gens qui ont la grade de 3 ans, Oui. Qui fait le programme des cités collégiales, Oui. on les considère moins éduqués. Ils prennent les gens qui ont le diplôme de licence, les doctorats. Voilà. Mais si tu deviendras président de la République, J'arrive. quelle est la méthode que tu dois nous amener? Est-ce que tu dois garder le même système ou tu dois nous amener une nouvelle système? C'est pour ça que je vous ai dit tantôt que le modèle que nous avons actuellement, Ouais. c'est le modèle hérité de la colonisation. Ouais. Ce modèle-là, il faut le casser et Ouais. le mettre à la poubelle. Okay. Là, je vous donne quel est le mien. Quel est le complot maintenant? Voilà. C'est ce que les gens ils veulent nous suivre. Oui, Ouais. je dis clairement, d'accord. Ouais. Le modèle que nous avons actuellement, d'accord, ouais. il est mauvais, archi mauvais. Il n'y a rien à garder là-dedans. Je suis aussi radical que ça. À la poubelle. À la poubelle. Et tu amènes une nouvelle système. Et voilà le premier. Ouais. La première chose, là, c'est ce qu'on appelle, je vais demander au Parlement d'adopter une loi, on appelle ça une loi omnibus. C'est quoi une loi omnibus sur l'éducation? C'est une loi qui doit traiter tous les sujets de l'éducation. Et le titre de cette loi-là, ça sera l'école républicaine pour toutes et tous. Ça sera le titre de la loi. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette loi-là? D'accord? Bon. La première chose, c'est que actuellement, nous avons ce qu'on appelle le ministère de l'Éducation. Nous avons 2 ministères. D'accord? Je vais abolir le ministère de l'Éducation. Quel ministère tu dois mettre? Je vais le remplacer. Non, ça n'existera plus. Vous n'aurez plus de ministère de l'Éducation sous une personne comme moi, dans le cadre de cette loi-là. Ça va être remplacé par une agence de l'éducation nationale, d'accord, et de développement des compétences. Une agence de l'éducation nationale et de développement des compétences. Des compétences. Oui. Donc, d'abord, ça va dépolitiser toute la question de l'éducation. Ça ne sera plus entre les mains de ministères et compagnie. Ça devient dans une agence. Si vous regardez tous les ministres qu'on a eus récemment, d'accord, depuis Mobutu et compagnie, au niveau de l'éducation, ils ont tous été soit en prison, soit accusés de vol, sa chose, et puis avec quels résultats? Alors, ça, c'est parti. Ouais. Deuxièmement, l'école sera, comme je dis, ce sera une école républicaine. D'accord? Je vais nationaliser tous les systèmes éducatifs, tous. C'est-à-dire que... Nationaliser toute l'école. Il n'y aura pas, d'accord? Il n'y aura plus. Évidemment, je ne veux pas aller brutalement, d'accord? Il n'y aura plus cette guerre-là qui se livre actuellement, d'accord? Les catholiques, les protestants, les musulmans, l'État. Non, il y aura une seule école. Elle sera républicaine et ce sera l'école de l'État. Parce que je viens de vous dire tantôt, n'est-ce pas? L'éducation, c'est le moteur de développement. Et la question de développement, là, c'est pour tout le monde. Alors, donc, le conflit que vous avez actuellement, d'accord, que l'État veut amener une réforme, ben, là, tel groupe s'oppose parce que la réforme ne profite pas. Mais nous n'avons plus là. Donc, progressivement, d'accord, progressivement, toutes les écoles qui sont conventionnées, qui sont privées, vont passer progressivement dans le giron de l'État. Donc, je dis bien, loi omnibus, remplacement du ministère de l'éducation, ça devient l'agence par l'agence nationale de compétences et de développement des compétences. Deuxième partie très importante. Nationalisation des écoles. Des écoles. Quatrième élément qui va être là, il y a actuellement, ça c'est une parenthèse que j'ouvre là, mais que je vais fermer assez rapidement, il y a actuellement beaucoup de personnes, parce que je vais tomber maintenant dans ce qui vous attend, la réforme, d'accord? Il y a actuellement beaucoup de personnes qui sont des enseignants, qui atteignent qui ont dépassé l'âge de 65 ans, 70 ans, 80 ans, qui devraient être à la retraite, qui continuent d'enseigner. Il y en a beaucoup.
mettre en place un comité de retraite. Oui. Toutes ces personnes-là, d'accord, on a même montré à la télévision un papa qui a 90 ans. Il est en train de il est toujours enseignant. Il est en train d'enseigner. Ok. Vous voyez un peu? Peu importe la motivation, vous et moi, à un certain âge, là, nous sommes fatigués. Mais ce papa-là, qui voudrait bien prendre sa retraite, ne la prend pas. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas de revenus. Si il prend la retraite et il n'y a pas l'argent à manger, il accepte de continuer à donner, quelle que soit la diminution de son énergie. Voilà. Et ça, ce n'est pas efficace pour les enfants. Oui. Parce que les enfants ont besoin d'enseignants qui sont vigoureux, qui sont... Je ne parle pas que quand on est vieux, on est fatigué. Non, non, non. Je dis simplement que les enfants ont besoin devant eux des enseignants qui soient vigoureux, parce que c'est des modèles. Nous avons tous vu nos enseignants, puis je vais être comme lui. Tu es inspiré. Oui, oui, je suis inspiré par ces personnes-là. Alors, si vous avez l'enfant qui arrive, ceux qui l'ont connu il y a 40 ans, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui le voient aujourd'hui, ben non, vous savez, les enfants, comment ils sont, c'est démotivant. Alors moi, ces personnes-là qui ont 60 ans et plus, ou 65 ans et plus, n'est-ce pas, qui ont atteint l'âge de la retraite, s'ils veulent partir en retraite, on mettra en place un comité qui va s'occuper de leur départ à la retraite. Oui. Et je pense même que quand je regarde la façon dont on vole actuellement au Congo, n'est-ce pas, depuis que ces gens-là travaillent 65 ans jusqu'à 90 ans, ils partiront en retraite, et moi je pense même qu'ils vont partir en retraite avec une prime qui sera une maison. On va construire une maison pour les retraités. Oui, pour ces retraités-là. Et ça ne sera pas de l'argent perdu non plus. C'est l'argent récupérable. Récupérable, parce qu'ils vont dépenser dans l'économie. Et puis les gens vont travailler, et puis ainsi de suite. Là, c'est pas... Oui, j'avais une petite question là-bas. Quand tu nous as parlé, tu dois abolir le ministère de l'Éducation. Oui. Selon ton plan. Oui. Maintenant, c'est la même chose pour la santé aussi. de la santé et de l'éducation. Oui. Mais si on te pose la question, Monsieur le Président, toi tu as grandi en Occident. Oui. Et quand tu as grandi en Occident, le ministère de l'Éducation existe là où tu as étudié. Oui. Pourquoi vous, en tant que la personne qui a vécu longtemps en Occident, tu dois abolir le ministère de l'Éducation et tu le mets l'agence de l'éducation? Comment tu peux t'expliquer et comment il peut te comprendre? Bon, parce que nous avons deux réalités différentes, d'accord? Ouais. D'une part, comme je viens de dire tantôt, le modèle éducatif qu'on a mis là en place au Congo, ce n'était pas dans l'intérêt des Congolais, mais c'est dans l'intérêt colonial. Du colonial, d'accord? Ça c'est d'abord un. Et deuxièmement, le fonctionnement n'est pas le même, d'accord? Nous avons ici, là, d'accord, c'est l'approche des résultats. Le ministre qui arrive en poste, arrive là avec toutes les données possibles. Tous les éléments et toutes les compétences. Il sait combien d'enfants il y a qui sont nés, qui doivent aller aux garderies. Qui va à la garderie et compagnie, et tas de trucs. Donc, il est dans la continuité, d'accord? Il est dans la continuité. L'autre est passé, ben là, voilà, il a laissé un il a fait ça, et il s'est arrêté ici. Là où il s'est arrêté, c'est là où moi je dois commencer. Moi je dois continuer, d'accord? Nous sommes là dans un système de continuité. Ils font de la politique, d'accord? Mais leur politique, c'est dans l'esprit de laisser quelque chose. Et les traces. Nous ne sommes pas là-dedans. Nous n'en sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Nous sommes là des gens qui sont dans la politique pour prendre l'argent et de mettre dans leur poche. Et c'est ce que toi tu veux éviter. Je vais éviter, c'est tout. Je vais éviter. Non. L'agence, là, il va dépendre directement de la présidence. Directement. Pas de l'humeur des gens. D'abord, qu'est-ce qui se passe? Habituellement, chez nous, lorsqu'un nouveau président arrive, pour qu'il y ait un ministère, ça prend un temps fou. Et on change le système. Non, je dis, bon, moi je veux abolir le système actuel, je le remplace par un autre. C'est une agence. Et si ça fonctionne bien, d'accord, oui, si ça fonctionne bien, d'accord, au bout d'un certain temps, si on se rend compte qu'on est capable de rivaliser avec les systèmes qui sont ici, oui, on remettra le ministère de l'Éducation. Mais pour le moment,
c'est Il faut terminé. d'abord établir un Oui, système oui. de savoir Oui. comment ça doit donner. Oui, oui. Si ça donne, c'est là où tu peux prendre un peu le système occident, Oui. de le mettre et de Bien sûr. l'imposer pour que ça puisse donner Oui, oui, plus oui. de meilleur de l'éducation. Parce qu'on arrive maintenant, le pourquoi. Parce que pour moi, je dis que finalement, nous n'avons pas de base solide pour que notre système d'éducation Ouais. produise des résultats Ouais. dans l'intérêt des Congolais. Nous n'en avons pas. Alors, l'agence aura comme mandat, premier mandat de l'agence, c'est d'abord réussir la négociation avec tout le monde qui a des écoles privées et compagnie. Ouais, c'est là où je voulais aller aussi. Qu'est-ce que tu dois faire à propos des écoles privées? Parce que présentement, l'école catholique ou l'église catholique a une grande influence au Congo. Oui. Et la plupart de nous qui viennent du Congo, la plupart de nous, les Congolais qui se trouvent en Occident, nous avons eu l'accès d'étudier dans l'école catholique. Et présentement, protestant, mais le plus grand, la plus grande nombre des écoles, c'est catholique. Les catholiques ont une grande influence. Il y a des écoles privées. Si aujourd'hui tu deviens président de la République, qu'est-ce que tu dois faire à propos de toutes les écoles privées et les écoles protestantes, les écoles musulmanes, les écoles kimbanguistes et les écoles catholiques? Qu'est-ce que tu dois faire? Je vais vous donner la réponse, non? Je dis ceci, que finalement, il n'y aura pas ce genre d'école-là. Il n'y en aura plus. C'est-à-dire que tu dois construire de nouvelles écoles. Non. On va construire, je vais te donner, on va en construire d'autres, de nouvelles écoles, d'accord? Mais les écoles, d'accord? Il n'y aura pas cette cacophonie, d'accord? Des écoles entre écoles catholiques. Non, d'abord, ces écoles-là, que vous dites, vous, catholiques et compagnie, ce ne sont pas les écoles catholiques. On leur a donné la gestion des écoles, ces écoles. Si vous allez voir la loi là, d'accord, ces écoles-là sont des écoles de l'État. L'État leur a confié simplement la gestion. De gérer. Oui, de gérer ça. Allez voir la loi telle qu'elle est aujourd'hui. Mais ça devient un propriétaire catholique. Non, pas du tout. Oui, mais vous, si vous confiez la gestion de votre boîte ici, vous dites voilà, mais non, moi je vais plus rester à la maison avec mes enfants et compagnie. Votre frère qui était là, vous lui confiez la gestion de gérer toutes choses. De gérer cet établissement. Est-ce que ça lui appartient? Non, il est là pour gérer. Mais voilà. Les catholiques, là, d'accord, parlez à qui vous voulez là, ils ne sont que gestionnaires de ces écoles-là. Ce sont des écoles qui appartiennent à l'État. Parce que qui paye? Qui paye ces enseignants? Non, qui paye les enseignants qui enseignent à l'école catholique? Mais aujourd'hui, je peux dire, il y a deux choses. Je peux répondre, et ce sont les deux parents ou le gouvernement. Oui, alors, donc, disons, les parents, les gouvernements, là, ils ne sont pas catholiques. Normalement, c'est l'État qui... Les parents ont commencé qui pourrait être supposé de payer. Oui. Parce que nous n'avons pas vu le principe, d'accord? Je dis école républicaine, école républicaine, une école républicaine pour tout le monde. Tout le monde. Parce que je puisse avoir l'accès. L'école sera gratuite. Okay. Donc l'État va récupérer le paiement des trous. Donc l'État va négocier, d'accord? Je n'ai pas dit qu'on va aller brutalement. À l'époque de Mobutu l'avait fait. Mobutu l'avait fait brutalement, c'est tout point. On a changé des noms et puis tout ça. Les catholiques avaient glossé et compagnie, mais le cardinal Maloula, il est parti au Vatican à l'époque. Il est parti en exil. On a pris sa maison qui avait autour du stade du 20 mai là, on l'a transformé en siège de JMPR, d'accord, pour lui montrer que finalement, en France, on a fait ça à l'époque de Philippe le Bel, je pense, d'accord. Il a fait quoi? Il a fait clairement sentir au pape que finalement, ce qui est à Jésus est à Jésus, ce qui est à César est à César. Alors donc, c'est-à-dire, il a fait le principe. Ce qui est à César, c'est à César. Ce qui est à Dieu, c'est à Dieu. Ce qui appartient au gouvernement appartient pour nous et on le prend sans toutefois négocier. Non, moi je vais tu dois négocier, de ne pas créer des conflits. Parce que, comme vous venez de dire là, ils sont suffisamment puissants actuellement et que l'État actuellement est faible. D'accord? Donc il ne faut pas aller faire la créer d'autres problèmes qui vont... C'est notre problème. Voilà, d'accord? Nous avons déjà d'autres problèmes de sécurité avec tout le monde et compagnie. Donc, avec ces gens-là, d'accord, on va utiliser des textes. Donc il faut utiliser son intelligence. On va prendre les textes tels qu'ils sont écrits. C'est un peu comme votre frère. Si vous le laissez ici pendant je ne vais pas dire qu'il est mauvais, non, je dis simplement, si vous le laissez ici pendant 10 ans, d'accord, vous dites, moi je vais m'occuper des enfants et compagnie, toi tu gères, d'accord, toi tu gères. Oui, mais si vous le laissez là, il n'y a pas un test. Pendant 10 ans, d'accord, il n'y a pas un test. Au bout de 10 ans, lui, il s'habitue, d'accord, à être propriétaire. Il n'est pas propriétaire.
D'accord? Ouais. Mais il s'habitue dans la vie des propriétaires. Ouais. Alors, il va installer Son système. son système en lui. Alors, si toi, tu viens tout d'un coup, au bout de 10 ans, ben oui, mais il faudra que tu partes. Donc, un jour, tu rentres ici, dans le bureau. T'aider mon chef. Tu dis, ben voilà, je quitte le bureau, moi, je m'installe dans le bureau. Ça ne marche pas. Ben voilà. Ça peut amener des conflits, des Ben chicanes. Voilà. C'est là que nous avons des problèmes. Moi, je vais dire simplement qu'il y aura un comité, d'accord? Ouais. Un comité qui va négocier avec tout ce monde-là, que voilà, moi, l'esprit que j'amène, voilà les mêmes explications. Ce sont les gens qui sont prêts à comprendre, d'accord? Les mêmes explications que je vais vous fournir à vous, je vais les fournir à eux. Au départ, voilà ce que les textes des lois disent. Si les contextes, ça c'est autre chose. Les écoles m'appartiennent à moi. Toi, l'État. Vous n'êtes que des gestionnaires. Maintenant, ma philosophie à moi, c'est de transformer l'école en véritable outil de développement. Et dans cette philosophie-là, je pense que je dois avoir la gestion totale des écoles. Parce que je ne veux pas que, les catholiques ont dit. Non, vous allez continuer. Il fait les manifestations. Non, vous allez continuer, comme on a fait ici. Ici aussi, c'était les écoles catholiques. C'était des écoles catholiques ici, là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ben oui, mais ils l'ont récupéré. À César, c'est qui à César? Oui. À Dieu, c'est qui à C'est qui à Dieu, c'est qui à Dieu. On va vous donner la possibilité de propager votre foi. D'accord? On va vous donner la possibilité. C'est-à-dire que ceux qui veulent convaincre que finalement les dieux des catholiques est les meilleurs, vous aurez l'occasion de le faire. Ceux qui veulent, nous c'est Allah, vous avez l'occasion de le faire. Mais vous n'allez pas prendre nos enfants en otage, d'accord? Pour les former, les embrigader en disant que nous les catholiques, nous sommes meilleurs que tel groupe et compagnie. Et ça devient sujet, d'accord? Ça devient sujet des constamment. Regardez simplement, on a eu du mal à trouver quelqu'un depuis quelques années là. Chaque fois qu'on veut avoir quelqu'un à la tête de la CENI, ça pose un problème. Parce que ces gens-là, d'accord, ils ont pris l'habitude de devenir propriétaires. Mais ils ne sont pas des propriétaires. C'est l'État. Alors donc, le premier test, ce sera de négocier avec ces gens-là. Qu'est-ce que vous voulez en compensation pour que... Alors, s'ils ne veulent pas, d'accord, s'ils ne veulent pas négocier, nous allons soumettre ça à l'arbitrage. À l'arbitrage, croyez-moi pas, ils vont échouer parce que le texte dit le contraire. Nous allons appeler un arbitre international qui va venir arbitrer les conflits entre l'Église et le pays. Et les pays. Et ils vont échouer. Parce que partout dans le monde, c'est reconnu que les matières... Pourquoi nous avons un ministère de l'Éducation? Moi, je suis en train de dire, pourquoi nous avons un ministère de l'Éducation? N'est-ce pas pour qu'ils s'occupent de l'éducation? Alors pourquoi d'autres personnes veulent s'occuper? Non. Ce que je veux, simplement, que vous soyez à Djougou, que vous soyez à Bandak, à Baraka, à Fizi, où vous voulez là, à Irumu, à Bunyoni, à Kwilu, à Manon, partout là. L'enfant qui rentre à l'école primaire a le même programme que n'importe lequel. Ce qui va peut-être changer là, d'accord, c'est des programmes de type local, d'accord. C'est clair et net que l'enfant qui vit dans telle région, il doit mieux comprendre sa région. Quelles sont les forêts de sa région, quelles sont la langue qui est parlée de sa région, le climat et compagnie. Mais en termes de compétences des bases, c'est la même règle. Ils vont avoir les mêmes bases. Si je donne, d'accord, si je donne un iPad à l'enfant qui est à Baraka, au Kinshasa. Oui, celui qui est à Djougou doit l'avoir également. Celui qui est à Guéména doit l'avoir également. C'est tout. Alors je n'ai pas besoin que quelqu'un intervienne là-dedans. Non. Si vous voulez enseigner votre foi et compagnie, vous avez les églises. Et ça, c'est la décision des parents. Alors, ça sera, d'accord? Et la même chose, la question de retraite. Oui, mais pourquoi, s'ils étaient si bons que ça, s'ils étaient si bons que ça, s'ils étaient des bons gestionnaires, pourquoi ces papas-là enseignent jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas une bonne gestion. Voilà. Alors, qui est responsable? C'est seulement ce sont les gestionnaires. Oui, mais qui sont les gestionnaires? Dans les systèmes. Les systèmes. Oui. Dans les systèmes, il y a qui? Ce sont eux les catholiques. Les catholiques qui sont en train de gérer ça. Qui étaient en train de gérer ça. Alors, comment est-ce que vous, en tant que catholique, protestant et compagnie, vous pouvez comprendre qu'un papa de 100 ans, d'accord, qui vient là enseigner uniquement parce que s'il arrête d'enseigner, il meurt parce qu'il n'a pas de choses. Alors, déjà, quand on arrive à ça, déjà, ils sont perdants. Ils sont perdants. Regarde, ils sont perdants. Dès qu'on arrive à ça, l'impasse qu'on a actuellement. Je vous rappelle ça. L'impasse que nous avons actuellement, après
l'élection de Tshisekedi, peu importe les conditions dans lesquelles il est arrivé là. D'accord? Est-ce que vous êtes au courant que lorsque Mosengo était ici, là, d'accord, ben, je lui avais dit que finalement, ce n'était pas la façon à faire. Et c'est un jeune dans la politique. Ben voilà. Alors, quels sont les résultats? Il est là pour distribuer, il était là pour distribuer à tout le monde, paix à son âme, à distribuer à tout le monde, bon, ben là, ben, tel est médiocre et compagnie, telle chose. Oui, mais vous avez été là pendant combien d'années? Beaucoup des années. Nous tous, moi je suis allé à l'école secondaire, à l'école primaire, catholique, non? Je suis un pur produit catholique, baptisé catholique, tous les restes catholiques. Pratiquant catholique, président. Non, je ne le suis pas. Alors donc, j'ai dit ceci, que finalement, le premier test, là, ça sera la question de la retraite. Le deuxième, ça sera la question de négocier les transferts. Maintenant, les écoles privées, ça sera la même négociation, c'est tout. Et ça va se faire, ça va pas se faire brutalement, ça va se faire progressivement, d'accord? Au même moment, Ouais. il faudra améliorer significativement l'enseignement qui sera dispensé dans les écoles publiques. De telle manière que les parents se rendent compte que l'enseignement est gratuit et puis l'enseignement est de bonne qualité. Oui. Est-ce que, pour qu'on puisse finir le sujet de l'éducation, qu'on puisse prendre la santé, est-ce que c'est ton système? Tu dois faire aussi les programmes professionnels. J'arrive maintenant à ça. La pièce maîtresse, ça c'est le volet réforme. La pièce maîtresse de mon programme à moi, parce que vous avez dit tantôt, quand on regarde les Congolais, les Congolais ils regardent, si tu vas là-bas, ben oui, je fais 3 années d'études collégiales. Au Canada, tu arrives, ben alors moi j'ai un diplôme de doctorat et compagnie. Ils te regardent de travers. Mais ce que nous n'avons pas tous compris, c'est que, et ce que je dis à mes étudiants, le diplôme le plus important ici au Canada, c'est le diplôme collégial. Collégial, oui. Voilà. Oui. C'est le diplôme qui est intéressé partout dans le marché du travail. Dans le marché du travail, c'est ce qu'on demande. Ouais. Et les Congolais, quand ils ont tourné en rond pendant très longtemps, ils viennent me voir. Mais finalement, tout d'un coup, il ne me le dit pas. Il s'est inscrit en secret à la cité collégiale. il a exhibé son doctorat partout et compagnie. Personne ne l'a pris. Là, il est la pièce maîtresse, d'accord? La pièce maîtresse dans ton plan. Dans mon plan, d'accord? Y compris même le plan de développement général du Congo. C'est la formation professionnelle. Les enfants vont aller en préscolaire à l'âge de 5 ans, pour 1 année. Okay. Pour s'habituer, d'accord? Pour s'habituer à manipuler des matériels. À être organisé, d'accord? À se réveiller le matin, et puis tout le reste là, se laver et compagnie, et puis aller socialiser avec des autres, d'accord? Ça sera ça, à résoudre un peu des problèmes. Et puis deuxièmement, il y aura l'école secondaire. L'école primaire, pardon, d'accord? Il ne changera pas, ça sera 6 ans. Mais sauf que... Ça reste intact. Oui, ça reste intact, ça ne change pas. Sauf que finalement, dès l'école secondaire, dès l'école primaire, les enfants congolais ne vont pas être habitués à absorber des choses. Non, ils doivent aussi apprendre à résoudre des problèmes. Dès le départ à l'école secondaire, à l'école primaire, d'accord, ils doivent déjà, soit en équipe, apprendre à discuter, à écouter l'autre, à trouver des solutions. Donc on va leur mettre devant des mises en situation. Il y a un problème qui arrive dès le bas. Comment vous pouvez résoudre? Ils vont déjà développer. Oui. Avoir des sujets de développement. Oui. L'enseignement sera basé là-dessus. Pas actuellement comme on dit, voilà, on développe juste des facultés de mémoire. On mémorisait là-bas, même le virgule pendant l'examen, on est en train de mémoriser là. Et quand on arrivait ici, ça devient maintenant difficile. Or, ici on te dit, qu'est-ce que toi tu penses? Voilà une situation. Une situation qui est là. Qu'est-ce que toi tu penses à propos de ça? Mais or, chez nous, on bloquait même le virgule, le point de virgule. C'est-à-dire que tu dois amener un nouvel système à faire les enfants de participer à un problème et comment ils peuvent résoudre ces problèmes. Et quelle est la proposition qu'il propose pour cette problème? C'est ce que mon père m'a inculqué dès le bas, dès le primaire. C'est pour ça que je vous parle de mon enseignant François Massamba. Est-ce qu'il est encore vivant? Non, je pense plus. Mon père avait une usine de savon. Alors, dans ma classe, à l'école primaire, première année, d'accord? Lorsqu'on a posé le problème de travaux pratiques, d'expliquer quelque chose, j'étais le seul qui avait réussi à expliquer comment est-ce qu'on fabrique un savon. Il a été totalement surpris. Ce jour-là, il dit, bon, je vais aller chez vous.
à la fin de la classe, ben, on est partis tous les deux, jusqu'à chez moi à la maison. Ils parlaient à mes parents. Alors donc, pour moi, l'enseignement va être tourné vers le côté pratique. Dès le départ, l'enfant congolais doit apprendre pas à devenir un querelleur. Parce que notre façon de nous quereller là, c'est depuis l'enfance. Puisqu'on nous a appris simplement à mémoriser, tout ce que nous passons comme temps là, c'est moi je mémorisais plus que toi. Mais jamais, moi j'ai pu résoudre la question mieux que toi. Jamais. Ah, montre-moi comment tu as fait. Comment tu arrives à la solution? Mais si tu avais échoué, regarde le point B. Voilà. C'est ce qu'on peut faire. Si ça n'arrive pas à réussir, mais je pense que je peux demander à quelqu'un, peut-être je peux avoir l'idée par rapport... Et ça, nous le développera. Oui. On était bloqué quelque part. Voilà. Donc c'est ça que je dis, voilà, ce système-là... Tu dois l'abolir et d'amener un nouvel système. Oui. Je vais amener ça. Donc, ça. Le deuxième, l'école secondaire. D'accord. L'école secondaire, vous faites actuellement 6 ans. D'accord. Moi, je vais le ramener à 4 ans. Le système des sections et compagnie disparu. Tout le monde, pendant 4 ans, va avoir la même formation. Tous. Tous. Ouais, actuellement, vous faites 6 ans. Oui, 6 ans, oui. Et pour, à la fin de l'année de 6 ans, on préparait ce qu'on appelle l'examen d'État. Moi, je vais le ramener à 4 ans. Tu dois le condenser. Oui, je le condense maintenant à 4 ans. Ouais. Il n'y aura plus de système de section littéraire. Pédagogie, non, maths, physique, biochimie. Tout le monde va avoir la formation de base, d'accord? Formation de base, c'est quoi? Les mathématiques, les mathématiques, l'informatique, les langues, surtout les langues nationales. Bon, oui. C'est-à-dire qu'au bout de la 4e année, d'accord, si tu viens de régions où on soit anglophone, tu dois présenter un travail dans une autre langue que ta langue de départ. Tu dois faire un travail. Tu dois faire un travail sur un sujet national que tu dois présenter en lingala ou en kikongo et compagnie. Donc les enfants vont avoir cette... C'est-à-dire, sur ton système, tu dois imposer toutes les 4 langues nationales qui soient... Ils auront le choix. Et qui soient d'abord établies dans le système éducatif et partout là où les gens se trouvent à l'école, qu'ils puissent aussi être éduqués et les comprendre. Qu'ils soient capables d'écrire parmi les 4 langues. Si tes parents parlent Swahili et Kikongo, ben, toi tu vas faire un choix d'étudier le Chiluba ou le Lingala. Et à la fin, tu dois faire un travail. Un travail qui nous montre que tu es capable... parmi les 4 langues nationales. 3 des 4 mois. C'est-à-dire que si tes parents, si tu as à la maison, ton père, ta mère est swahili, et ton père parle Kikongo, d'accord, ben, toi tu vas étudier une 3e langue. Qui doit la complémentarité de la langue nationale. Alors, donc l'informatique sera obligatoire, d'accord, ça sera une matière de base. Donc dès la première année primaire, là, secondaire. Ah oui, là, on est secondaire. Parce que tu as condensé, au lieu de 6 ans, ça devient 4. Et tu nous as dit la base, c'est l'informatique, la langue. Les langues, l'informatique, les mathématiques, n'est-ce pas? Et la langue nationale. Et puis la technologie. La technologie. Le business technologique, d'accord? Les affaires et la technologie. Les 4. Les 4, qui seront là obligatoires pour tout le monde. Ils vont apprendre ça. Donc, dès qu'ils commencent là en première année, de secondaire, là, ils apprennent déjà c'est quoi un plan d'affaires, c'est quoi un plan de carrière, qu'est-ce que je vais devenir demain. D'accord, ils apprennent déjà ça. Ça, c'est au niveau d'école secondaire. Et quand ils finissent l'école secondaire, 4 années, ça sera un diplôme ou ça sera un brevet? Non, ça sera un diplôme. Un diplôme. Non, un diplôme. Qui leur donnera l'accès d'aller à l'université? Non, pas du tout. Non. Maintenant, c'est là que maintenant, je dis la pièce maîtresse de mon système, c'est la formation professionnelle obligatoire pour tout le monde. Le système que nous avons ici, là, des collèges, les 2 années, là, d'accord? Voyez-vous, actuellement, ils font 6 ans. Je ramène ça à 4 ans. Et les 2 ans-là, je le remplace à la formation professionnelle obligatoire. Alors, une fois qu'ils ont fini 4 ans, tout le monde doit avoir une technique. C'est-à-dire que tu apprends, si tu veux devenir comptable, ben là, tu suis une formation en administration comptable. Pour combien d'années? 2 ans. 2 ans de formation. Et 2 ans là, 2 ans, ça fait 24 mois. Si on enlève les
4 mois de congé, d'accord? Ouais. 2 ans, 2 mois, ben ça fait 20 mois, d'accord? Et l'école durera, on perçoit, ils vont faire 6 mois de stage. Ok. Obligatoire. C'est-à-dire ils feront au moins 1 année et 4 mois et 6 mois de stage. 6 mois de stage, obligatoire. Soit dans l'administration publique, soit dans les églises, soit dans les écoles, soit dans tel endroit, même dans les orchestres. Tout ça, je vais te prévu. Si. Mais ça serait obligatoire pour tout le monde. Si tu veux devenir technicien en minéralogie, ben, tu t'inscris là. Si tu veux devenir quelqu'un qui veut travailler comme greffier dans les systèmes juridiques, ben, tu fais ta technique. À la fin, tu as un diplôme d'études secondaires et tu as un diplôme d'études collégiales, techniques, d'accord? Tu as un diplôme d'études techniques qui te permet soit d'entrer sur le marché du travail, soit d'aller à l'université, soit de fonder ta propre entreprise. N'oublie pas que je dis que pendant 4 ans, tu as peaufiné qu'est-ce que tu veux faire. Il faut y penser. Oui. Dès le départ, là, pendant 4 ans. Et lorsque tu arrives à l'école, donc moi, la pièce maîtresse, c'est ça. Tout cet enseignement-là, d'accord, préscolaire, est obligatoire, d'accord, est obligatoire et gratuite. Maintenant, ce genre-là, d'accord, les écoles, les écoles professionnelles, actuellement, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de place, d'accord. Alors, en diminuant l'école secondaire de 6 à 4, n'est-ce pas? Et puis en construisant, je vais faire construire. On en arrive là, je vais construire par province. Il y en a 26 ici. Peu importe la taille de la province, je vais construire 260 écoles, collèges, d'accord? 260. Alors, autrement dit, je vais demander à chacune des provinces de libérer à peu près 10 espaces de 40 hectares, où on va construire ces écoles-là. Alors, donc, ces enfants-là vont aller à cet endroit-là, donc on va libérer de la place pour les écoles primaires, d'accord, pour en avoir beaucoup plus. D'abord, on réduit l'espace, on les condense. Ils vont aller là. Et pourquoi c'est une pièce maîtresse? C'est cette école professionnelle-là qui va financer tous les systèmes éducatifs. Okay. C'est-à-dire que ces enfants, d'accord, ils vont être, lorsque je dis stage là, stage, c'est une véritable stage en entreprise. Eux, ils vont apprendre la technique, ils vont apprendre le métier et compagnie, d'accord. Et avoir l'esprit du travail. Oui. Alors, mais ces écoles-là vont vendre des services, vont fournir des biens. C'est-à-dire que, comme on a ici là, d'accord, l'école, si l'école a une section de pâtisserie, non, ils vont avoir une véritable boulangerie qui va vendre du pain. Que les gens font les pratiques. Vont acheter. Le système, pour qu'on puisse conclure. Et l'excédent, justement, l'excédent de pain qu'on n'aura pas vendu, ben, comme c'est l'État qui va les gérer, ben, ils vont aller entre les mains des personnes qui n'ont pas les moyens. C'est qu'ils vont vivre dans les vieux, qui vont vivre dans des endroits. Dans les retraites. Ben, voilà, donc on pourra les distribuer beaucoup dans plus les facilement. hôpitaux aussi. Voilà, dans les hôpitaux, plutôt que d'avoir le gaspillage. Et même lorsque je présentais mon plan, ils se sont rendus compte que tu es en train de résoudre le problème de gaspillage que nous avons ici. Il n'y aura pas de gaspillage. Oui, pour conclure, pour qu'on puisse prendre 30 minutes, 35 minutes de l'éducation. Maintenant, quand les gens ils seront au collège, est-ce que le collège, ça sera gratuit? Gratuit. Ça sera gratuit. Oui, je viens de vous dire là, d'accord. Et comment tu peux avoir, tu peux avoir l'argent de soutenir les gens de l'école secondaire, primaire, gratuit jusqu'au collège? Or, ici en Occident, on nous donne accès à l'école secondaire et certaines à l'école garderie, on donne gratuit, ça dépend de ton revenu. Qu'est-ce que tu peux faire pour que tu puisses réaliser tout cela qui soit gratuit? Quel est ton système et comment tu peux trouver l'argent de le faire? Actuellement, vous avez l'école secondaire est gratuite, non? Ici au Canada. Au Canada, oui. On fait 5 ans au Québec et 6 ans ailleurs. Oui. Moi, je dis que je ramène ça à 4 ans. Oui. Ben, les économies dégagées sur 4 et puis j'enlève tous les frafras là qui compagnie. Il y a des économies à faire là-dedans. Avec l'argent qui a été aboli, le ministère de l'Éducation, tu le viens? Oui, le vol qui se passe là, il n'y en aura plus. Actuellement, par mois à peu près, d'accord? Chaque ministre de l'Éducation vole à peu près 200 millions de dollars, d'accord?
Ah, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes avec... Et puis, enfin, d'accord, il y aura une caisse d'assurance, parce que vous n'avez pas fini, il y aura une caisse d'assurance scolaire. Où, comme toi, comme parent, d'accord, ben, tu travailles. Si tu travailles là, tu reçois ton chèque de paye, là, d'accord, il y aura une partie qui sera prélevée pour pouvoir financer l'assurance. Tu ne paieras pas de ta poche, tu ne recevras pas une facture, d'accord, mais tu vas cotiser, d'accord. Les patrons vont, toi comme patron ici, tu vas cotiser, d'accord. Tes employés aussi, ils vont cotiser et cet argent-là va aller là. Dans la caisse. Dans la caisse. Et alors, ça. Donc, prends simplement, on va neutraliser les vols, on va faire des économies en réduisant le nombre, et puis il y aura la caisse d'assurance chose, et puis en fin de compte, les écoles, les écoles professionnelles, ça sera des écoles véritablement des entreprises. Ils vont produire et vendre. C'est-à-dire que tous les mobiliers, tout le mobilier qui va équiper les hôpitaux, que nous dépensons actuellement, nous faisons venir de l'étranger et compagnie, va être fabriqué sur place. Ok. Oui. Nous sommes ensemble avec Prof. David. Nous voulons prendre notre deuxième question où on doit parler sur la santé pour 35 minutes pour qu'on puisse conclure notre émission aujourd'hui. Nous sommes tellement très contents, monsieur le professeur, de venir encore répondre à nos questions et donner les idées qui doivent aider aux Congolais, qui doivent bénéficier à nous les Congolais, parce que quand tu regardes depuis 60 jusqu'à nos jours, les Congolais, on n'a pas encore se réjoui de la richesse que nous avons. Non, nous pensons que tu dois nous amener qu'on puisse goûter un peu à la ressource du Congo, comme moi j'étais à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Pendant ces 3 ans, il a fait un bon travail. Bon, alors. Il a fait un bon travail. Il est arrivé, les caisses étaient vides, alors oui, comment est-ce qu'il a fait un bon travail? Il a fait le même système qu'on y pensait. Et les gens mangeaient 3 fois par jour. Et il y avait des maisons qui étaient construites. Des routes construites. Il est arrivé, il y avait 10 millions de de l'État. Et il y avait aussi vide. Mais nous sommes tellement très contents. Maintenant, parlez-nous de la santé. Oui. Au Congo, la santé, c'est quelque chose que les gens négligent. Or, il y a le ministère de la Santé. Si aujourd'hui, avec 35 minutes, explique-nous brièvement, quand tu seras président de la République, M. David, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois améliorer? Parce que le Congo est tellement très vaste. Non. Au Congo, il n'y a pas même l'endroit, il n'y a pas l'électricité, des dispensaires, des cliniques. Qu'est-ce que tu dois faire pendant 5 ans pour la santé, pour amener aux Congolais de se réjouir de la santé? La santé va subir la même médication que l'éducation. Pourquoi? Parce que les deux, là, d'accord, marchent ensemble, n'est-ce pas? Une population instruite et une population en santé est aussi beaucoup plus productive. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde. D'accord? C'est ça. Et que les systèmes de santé, tels que nous le connaissons actuellement, ça a été un système de santé conçu pour le colon. D'accord? Ça a été conçu pour le colon. Donc le colon avait pris uniquement à peu près un petit pourcentage de personnes, 10% à peu près de la population congolaise, pour qu'il puisse travailler dans son intérêt. Tous les restes là ne faisaient pas partie. Et c'était à l'écart. Était à l'écart, d'accord? Il y avait ce qu'on appelle, ce que j'ai fait comme distinction, le Congo utile et le Congo inutile. Alors c'est pour ça que tous ceux qui étaient dans les villes et compagnie, ils ont eu l'impression que ils avaient tout ce qu'il fallait et compagnie. Bon, malheureusement, lorsque le colon est parti, ces structures-là, d'accord, qui répondaient, si vous prenez à Kinshasa, il y avait 300 000 habitants, d'accord, bon, ça fonctionnait, d'accord. Mais lorsque le colon est parti, puisque le colon empêchait tout le monde de se déplacer où il veut, mais tout le monde s'est agglutiné dans les villes, d'accord. Alors dans les villes, tout d'un coup, aujourd'hui, vous avez 300 000 habitants. Au départ, là, ils sont rendus à peu près 15 millions d'habitants. C'est quasiment la population d'un pays comme le Rwanda qu'on a actuellement, d'accord. Avec le même type de structure qui existait il y a chose. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Et à côté de cela, vous avez amené plusieurs personnes qui ont développé des structures parallèles. Des trucs privés pour certaines personnes et compagnie. Non, moi je dis la même chose. Ça sera un hôpital républicain pour tous, pour toutes et tous. Première chose, n'est-ce pas? C'est comme je dis, d'accord. Je vais nationaliser le système de santé. C'est tout. Il y aura qu'un seul hôpital qui appartiendra
Quand je dis un seul hôpital, il y aura un système républicain. Républicain qui va appartenir à l'État. D'accord. Point à la ligne. Tous les autres là vont être nationalisés avec la même procédure. Comme l'éducation. Comme l'éducation, négociation et compagnie. Gestion, oui. Le ministère de la Santé n'existera plus. Là encore, si vous regardez. Ça sera l'agence de développement. L'agence nationale de la santé, ANS. Qui va prendre en place. Avec des missions bien précises et atteindre des résultats. Aujourd'hui, là, lorsque vous regardez tout ça, nationalisation, c'est loi omnibus, nationalisation, abolition du ministère de la Santé, n'est-ce pas? Oui. Et puis, lorsque vous regardez et la même chose, comité des mises à retraite, vous avez beaucoup de médecins, de gens qui sont dans ce domaine-là, qui devraient partir, d'accord? Donc on va essayer de leur faire partir. Et quatrièmement, pardon, c'est toute la question de la formation. La formation de médecins et de personnel auxiliaire. Le Congolais, à mon époque, mes parents et compagnie, ils vont toujours vous dire, à l'époque des Belges, à l'époque de ceci, que les gens venaient de l'Afrique du Sud, les gens venaient de l'Europe pour se faire soigner. Donc, ils ont cette image-là. Aujourd'hui, même Mandela, il était étonné qu'il était parti au Congo à l'époque coloniale, et quand il est arrivé à l'époque de Mobutu, il était étonné. Mais moi, je vécu ça. Lorsque j'étais à l'université de Kinshasa, en tant qu'étudiant, quand on avait un problème, on allait au centre pour clinique universitaire, t'attendais pas 2 heures comme on attend ici, 3 heures, non. Au bout de 20 minutes, là, un médecin te recevait. Et c'était hyper professionnel. J'avais la possibilité de comparer entre l'Europe et là-bas. C'était hyper professionnel. Mais ici, nous attendons à l'urgence pendant 2 heures, 3 heures, même 4 heures. 4 heures, d'accord. Même 5 heures. Oui, d'accord. Il y a d'autres qui se fâchent et ils peuvent retourner sans toutefois être consultés. Oui, et c'est un système qui coûte énormément d'argent. Énormément. Nous dépensons à peu près $6 000 en moyenne par personne par année. $6 par. Oui. Si tu consultes. En moyenne, d'accord. Si on prend l'enveloppe dévolue pour la santé, d'accord. Ouais. Alors, on regarde maintenant au Congo. Le problème du Congo, c'est que c'est encore une fois le problème du système de santé. Il faut mettre en place un nouveau système de santé, refonder le système de santé. Je dis, voilà, cet ancien système-là, merci beaucoup, ça a donné des résultats à compagnie. Nous mettons en place le nôtre, le nouveau système. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous comparez, d'accord, même si vous comparez même avec des pays comme le Botswana, d'accord, vous prenez le nombre de médecins par habitant, par 1000 habitants, vous comparez avec celui du Congo. Nous sommes à peine à 24% de ce qu'ils peuvent faire. Mais qu'est-ce que les Botswana ont de plus que nous? Nous avons plus que. Bon, d'accord. Vous prenez des pays comme la Tunisie. Tunisie, la petite Tunisie, là. Nous avons plus que. Ce n'est que l'organisation d'un système. Nous n'atteignons à peine que 7% des résultats qu'eux ils font. 7%. 7%. Si vous prenez toutes les données, prenons l'Afrique du Sud que nous envions tout ça, nous atteignons à peine 10%. Or, la moyenne mondiale, c'est 1,5 médecins par 1000 habitants. Nous sommes à 0,09. donc, nous avons actuellement, pour à peu près 100 millions d'habitants, nous avons à peu près 9000 médecins. 9000. Si nous voulons atteindre la moyenne mondiale, là, il nous faudra à peu près 150 000. Donc, médecins. 50 000 médecins. Alors, le problème est maintenant au niveau de il faut accélérer la formation. Alors, pour moi, je dis simplement que je vais construire à peu près 11 nouveaux centres hospitaliers universitaires. D'accord. Et universitaires. Oui, centres hospitaliers universitaires. D'accord. C'est-à-dire qu'on va construire 11, d'accord. Pas à Kinshasa, pas à Lubumbashi, pas à Kisangani, parce qu'ils l'ont déjà. Là où il n'y a pas. On va les améliorer. Maintenant, dans les autres, là, on va en construire 11 autres. C'est-à-dire qui auront le même niveau que celui qui existe ailleurs. À Kinshasa, Lubumbashi et autres. 11. 11 laboratoires pour les analyses, compagnie, tas de choses. 145 centres de santé, parce que nous avons 145 territoires, et 15 000 dispensaires. Ce n'est pas beaucoup un dispensaire. L'espace que tu as ici suffit. Autrement dit, chaque province, chaque village, d'accord? Non, non. Chaque village aura un dispensaire.
il y aura un auxiliaire qui va travailler là. Un enfant de coin, d'accord? Et ça, je vais expliquer comment pouvoir le faire former. Un enfant du coin, un enfant, quelqu'un qui est dévoué à ça, une fille du coin, qui dit, voilà, moi je vais rester là pour pouvoir aider les miens. Comme on en voit beaucoup ici. Ils vont en avoir. Je vais faire construire 10 bateaux hôpital. 2 gros qui vont sillonner tout le fleuve. 3 gros qui vont être dans les 3 grands lacs que nous avons. Donc, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la périphérie, là. Et puis les autres là vont être disséminés dans les différents biefs navigables. Et je vais développer également, vous voyez, les gros bus là, d'accord? On va en développer une bonne dizaine qui vont être convertis en hôpital ambulant. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les gens ne peuvent pas avoir accès à ça. Alors, ces gens-là vont passer genre une fois par mois, d'accord, pour aller faire des tests et toutes sortes de choses, recueillir des résultats, puis amener des résultats. Donc ça sera au niveau de l'infrastructure. Au niveau de la formation maintenant, ben, il faudra former à peu près 6 000, c'est-à-dire les 11 centres, plus les 13 qui existent là, doivent former à peu près chaque année entre 7 000 médecins par année. 7 000 médecins. Par année. Oui. Mais ça fait à peu près, ce n'est pas beaucoup, ça fait 700 médecins. Y compris aussi, ça ce sont des médecins, sans toutefois compter les infirmières. Non, mais là, vous m'avez coupé la parole. J'étais dans. Donc ils vont former 7 000 médecins par année, ce qui donne à peu près une moyenne de 700, 600 par centre universitaire, ce qui n'est pas énorme, pendant 10 ans. Ce qui va nous mener qu'au bout de 10 ans, nous aurons à peu près 70 000 médecins. Ce qui va nous mettre évidemment devant le Botswana. Ça nous mettra entre le Botswana et l'Afrique du Sud. Nous sommes une population jeune, d'accord? Généralement, les jeunes ne meurent pas, ne souffrent pas beaucoup de maladies, d'accord? Ça peut se régler sur les questions des... Et surtout, on mange une bonne nourriture. On mange une bonne nourriture. On mange de la nourriture, ça c'est dans un autre volet, là, dont il faudra parler aussi. On a beaucoup d'aliments chez nous, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de gras et compagnie, tas de trucs, d'accord? Une bonne saine alimentation, c'est pour ça que ça prend. C'est pour ça que ça prend des gens instruits. Dès l'école primaire, là, l'enfant doit savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Alors donc, il y aura cela, et alors il faut former 30 000 auxiliaires chaque année. Et quand on dit auxiliaires, là, les infirmiers, les assistants, les compagnies, ceux qui soutiennent le médecin, 30 000. Donc, ça donnera à peu près, oui, par année, ça donnera à peu près un médecin pour 4 auxiliaires. C'est à peu près ça les résultats. 30 à 35 000 qui vont être formés. Et là, encore une fois, pour le financer, parce que c'est ça la question que les gens posent, ben, nous allons mettre en place, nous avons d'abord un pays où il y a beaucoup de maladies, des maladies infectieuses, il y a beaucoup de maladies qui tuent les enfants, d'accord? Le rougeole et compagnie. Donc, il y a malaria. Malaria et compagnie. À cause de ça, nous recevons beaucoup de fonds de l'Organisation mondiale de la santé. OMS. Mais aujourd'hui, ces fonds-là disparaissent. Avec une agence, d'accord, on va poursuivre, dès l'instant où l'OMS décrète que finalement maintenant, il y a une enveloppe de 100 millions de dollars pour le Congo pour tel élément, mais l'agence, le directeur de l'agence va pouvoir poursuivre ça. C'est combien finalement qui va réellement arriver auprès du patient congolais. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit que dans le système, il y a aussi le bénéficiaire. Combien réellement? Parce qu'une bonne partie, lorsqu'il dit 100 millions de dollars, une bonne partie est perdue en chemin. Ça arrive en morceaux. Oui, ça arrive en morceaux, là, d'accord. Mais nous allons voir exactement combien qui est arrivé et faire des corrections qu'il faut, là, d'accord. Et moi, je veux même remonter 5 ans plus tard, 5 ans plus tôt, là, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si vous regardez, la plupart des ministres de la Santé qui ont été au Congo, ben, ils ont tous fini en prison. Ou bien ils ont tous été poursuivis. Ils ont fui. Ben, voilà. Donc, comme le ministre de l'Éducation, dernièrement, il a tout bouffé l'argent, il a fui en Suisse. Non, c'est ça. Donc on va dépolitiser ça. C'est terminé ça, d'accord, fini. Alors on va mettre aussi en place une caisse d'assurance maladie. C'est-à-dire que les Congolais vont aller à l'hôpital sans se soucier pour les questions des diagnostics. On va te poser un diagnostic là, vous n'avez pas à payer pour ça. Les soins de base, vous n'avez pas à payer pour ça, d'accord. On va développer le système de soins. Je vous dis, voilà, les soins, ce qu'on appelle la médecine ambulatoire, d'accord.
Tu n'as pas à rester à l'hôpital quand ce n'est pas nécessaire. Non. On va développer la médecine, l'hôpital à domicile, d'où les interventions des dispensaires. Les cliniques. Les cliniques, on va avoir des centres de santé, d'accord. C'est-à-dire que si c'est un cas que les dispensaires, si c'est juste un cas, et ça permettra à ce que finalement les maladies ne s'aggravent pas. Si on se rend compte que dans un village, d'accord, un enfant a la rougeole, automatiquement, la personne qui s'occupe, qui est responsable du dispensaire, met en place des mesures de sauvegarde pour qu'on puisse isoler tous les autres enfants, les protéger. Or, chez nous, c'est quoi? On ne s'en rend pas compte. Et en même temps, cet enfant-là contamine les autres. Si on rencontre un enfant à la varicelle, oui, mais cet enfant-là est automatiquement isolé. Pour ne pas contaminer les autres. La personne qui est là, qui s'occupe du dispensaire, va isoler, va prendre des mesures pour isoler cet enfant-là et sa famille pour que ça ne puisse pas contaminer les autres. Mais si jamais la contagion est beaucoup plus grave, là, les centres de santé vont intervenir. Alors, les centres de santé vont faire plus que ça. Toute la question de la médecine pour la prévention, le planning familial et compagnie. Il y a un problème, d'accord. Nous avons un pays où les besoins croissent beaucoup trop vite parce que aussi nous avons une population qui augmente beaucoup vite. Le taux de natalité, ça augmente jour au jour. Oui, c'est pour ça que je parlais de 7000 à former par année. Oui, parce que d'ici 5 ans, admettons que ce soit aujourd'hui, d'ici 5 ans, on aura atteint 120 millions d'habitants. Donc ça nous donnera à peu près, on va rattraper le Botswana, dépasser le Botswana, et être entre le Botswana et l'Afrique du Sud. Donc ça donne à peu près ça comme résultat, mais le ministère de la Santé, sous moi, n'existera plus. Fini. Vous êtes en train d'écouter le futur président de la République. Il sera président de la République et c'est ça son plan pour amener aux Congolais de se réjouir de sa richesse qu'ils ont. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous sommes tellement très contents, monsieur le professeur, de venir répondre à nos questions. Peut-être il y a des gens qui doivent savoir. Il doit être président de la République. Comment? Quelle est ta conclusion pour les choses de la santé? Et aussi, j'avais une petite question. Quand tu seras président de la République, est-ce que tu dois garder votre collaboration avec la Belgique? Je crois qu'il est grand temps que je suis d'ailleurs même en train d'écrire un petit texte. Pas un petit texte, mais c'est un gros texte, là. J'espère que je vais le finir. Le texte, là, le titre du texte, c'est une seconde révolution pour l'Afrique. J'ai 2 enfants, deux garçons. Oui, je les connais. Ce que je leur dis, d'accord? Ouais. Pour le moment, vous êtes en train de vous préparer, d'accord? Pour l'avenir. Donc pour le moment, je serai toujours là. Vous avez besoin de quoi que ce soit, je préfère me priver de vous le donner. Mais il arrivera un moment donné, il faudra couper les cordons ombilicaux. Fini. Ce n'est pas contre... Moi-même, mes études ont été payées par un Belge. Hein. J'ai beaucoup de relations en Belgique. Je peux partir d'aujourd'hui et aller en Belgique. Je n'ai pas besoin d'annoncer que j'arrive. Je dormirai chez un Belge. Mais je pense que dans l'intérêt du Congo et des Congolais, il faut que le Congo rompt. C'est-à-dire qu'il faut que le Congo vive par lui-même. Il faut que les Congolais regardent à l'intérieur du Congo. L'intérêt des Congo. L'intérêt des Congolais. Comme Mobutu a dit, entre un ami, un frère, le choix est clair. Non, dans mon projet à moi, il n'y a pas la notion de coopération, ceci et tas de choses. Ben oui, mais c'est ce qu'on a fait pendant toutes ces années, avec quels résultats? Le résultat qui est médiocre, ça n'a même pas amené à un résultat que les gens pensaient. De toutes les façons, depuis que vous me connaissez, chaque fois que nous avons discuté, vous ne m'avez pas vu parler de la France, le Canada, et à part faire des exemples comparatifs. Ce sont des exemples comparatifs. Ou alors des pays voisins. Non. Les Congolais, là, c'est l'un des rares pays au monde, probablement avec les États-Unis et le Brésil, d'accord, où il y a absolument tout pour faire tout ce que nous voulons. Nous sommes 100 millions d'habitants. Si nous permettons à ce que ces 100 millions d'habitants
soit en contact les uns et les autres, d'accord, nous aurons tout ce qu'il nous faut. Si vous voulez du fromage, du pain, compagnie. Alors pour moi, pour faire clair, là, non, dans ma stratégie, non. Chacun pour soi. Non, chacun pour soi. S'il y a besoin d'un intérêt, viens, on en discute. Regarde mes propositions. Si tu ne suis pas d'accord, on se laisse. Non, on se laisse. Pour moi, non. Ils ne sont pas dans, dans ma stratégie. Non, ils ne sont pas. Okay. S'il y a des Belges qui s'intéressent, il y a probablement... De ton plan. Ah oui, il y a tu des peux travailler non, avec non, pas du tout. Pas moi, pas l'État, pas du tout. S'il y a des Belges là qui disent, ah ben non, mais moi j'ai travaillé en Belgique, j'ai pris ma retraite, j'aime beaucoup le Congo et Congolais, et puis il y a un village à Runyoni ou à Djomba, ou à Baraka, ou à Fizi. Oui, je vais aller là-bas pour pouvoir aider le centre de santé qui est là, bénévolement. Là, tu ouvres la porte. Ouais. Mais de là à venir avec l'État, signer des ententes, de protocoles, de situations, non. Non. La réponse, d'accord. Parce qu'on n'a pas creusé comme il faut, d'accord. Cette histoire-là que je viens de vous dire, là, d'accord. L'école entreprise, la formation professionnelle, la réponse est là. Aujourd'hui, c'est prof qui nous parlait son plan. Aujourd'hui, on a parlé sur l'éducation et la santé. Et avant qu'on puisse conclure, je dois lui donner qu'il puisse conclure sur ce sujet. Vous êtes le bienvenu, prof, à conclure pour la santé. Parce que nous sommes presque à la fin de notre émission. Je vais faire la conclusion pour les deux, d'accord. Oui, oui, tu peux faire la conclusion pour les deux. D'accord. L'éducation et la santé. Et la santé, c'est la base. C'est le moteur de développement, mais c'est également la finalité. D'accord. Et que une population instruite, et une population en bonne santé, c'est une population qui produit aussi davantage, qui est capable d'assurer sa sécurité parce qu'elle pense. Et le développement d'un pays. Pense à son développement. De la société. D'accord. Et que pour tout système, d'accord, regardons qu'est-ce qui forme un système. Il y a dans un système les règles, il faut mettre en place des règles que tout le monde doit respecter et suivre. Il y a en place le personnel, il nous faut un personnel compétent. C'est-à-dire quand on dit compétent, c'est la bonne personne qui est capable de maintenir à la poste on lui donne. Oui, parce que et d'amener une bonne fouille. Parce que le système est là pour répondre à un besoin. Ouais. On donne un autobus, même si tu as conduit des taxis et compagnie, le jour où on va te donner un autobus, on va te faire passer un test pour voir si tu es capable de conduire l'autobus, parce que ce n'est pas la même manière. Il y a les équipements. Il y a le Congolais lui-même aussi. Ça aussi, il faut une émission pour ça. Le Congolais doit cesser, d'accord? Doit cesser cette attitude de croire que tout lui est dû, tout va lui être donné, d'accord? Et que lui... La gratuité, on peut dire. Oui, lui n'est qu'un destinateur passif. C'est-à-dire le Congolais qui arrête la gratuité. Non, il doit arrêter là, d'accord? Quand je parlais ici de la gratuité, vous avez tous suivi que finalement je parlais d'une caisse d'assurance où tout le monde cotisera. C'est comme une mutuelle. Oui, tout le monde contribuera. Alors, donc, le Congolais doit apprendre à être un citoyen responsable. Quand tu reçois, il faut réfléchir aussi sur la façon de redonner à la communauté. Je donne un exemple. Ici, nous avons ce qu'on appelle du bénévolat. Il y a des gens qui ne peuvent peut-être pas payer, mais vous allez le voir si vous allez dans nos hôpitaux, là, ils sont là. Vous arrivez pour quelle chose? Ah, je viens pour voir tel médecin. Ah, ben non, va cette chaîne-là. Il t'oriente. Il t'oriente. Ce sont des gens qui acceptent de donner quelques heures de leur temps. Nous devons développer cette habitude-là. Les enfants apprennent. Oui, mais si tu as fait des doctorats et compagnie, pendant ce temps-là, tu ne travailles pas. Mais dans ton quartier, il y a des enfants qui apprennent. Est-ce que tu ne peux pas dire que finalement, non, voilà, moi je suis bon calé en mathématiques et compagnie, mais là, vous allez cadre session. Voilà, vous allez venir 2 heures par semaine, d'accord? Je vais vous aider en mathématiques. Et ça fait développer le pays, que tout le monde et qu'il soit actif. Non, ça fait, non seulement, c'est ce que j'appelle, ça développe le sentiment d'appartenance, ça développe la cohésion sociale. Et les autres aussi, les papas, les mamas et compagnie, si quelqu'un prend cette initiative-là, d'accord, de temps en temps, vous aussi, vous prenez un bol de foufou. Ah, papa, nous allons bon côté pour nous passer pour nous ça. On a entendu qu'à maman foufou boiko, ou ça. Pour mon ça pour la banane, c'est très bon. Tu l'encourages. L'encourage. Donc nous devons développer
cette attitude-là. Cette attitude de ne pas être simplement des destinataires passifs de quelque chose, il faut être mais actif. actif. Il faut participer. Et la participation peut être dans différents niveaux. Moi, je suis là, il y a beaucoup de mes étudiants qui ont fini à la cité, qui sont à l'université, mais de temps en temps, ah, prof, j'ai tel problème à l'université. Ah, on m'a demandé de faire tel travail là. Moi, je suis convaincu que tu dois savoir. Parfois, je dis, oui, mais là, vous me prenez pour qui? D'accord? Ben, on va chercher. Oui. On contribue, nous tous, on participe pour avoir une solution. Une solution. C'est pour ça que je dis dans ma stratégie éducative là, dès l'école primaire, l'enfant congolais participe à résoudre des problèmes. Et le dernier point, c'est la question des interfaces. Il faut soigner les interfaces. Quand quelqu'un arrive ici, le premier contact, c'est la personne arrive. Je dis, ah, mais non, asseyez-vous. Le service à la clientèle. Service à la clientèle. À la comptoir. Oui. Et que l'État va être, les hôpitaux, les écoles doivent être compétitifs. Nous sommes tellement très contents et nous sommes presque à la fin de notre émission et nous sommes tellement très contents de recevoir professeur David qui nous parle sur son plan. Il nous a donné un défi qui doit nous parler sur l'émission des Congolais d'arrêter la gratuité. Elle doit développer non, disons la passivité. La passivité. D'être passif et voir que finalement on leur doit tout. On fera cette émission avec lui. Il viendra encore nous parler parce que c'est notre frère qui a le souci d'un Congo meilleur. Un Congo que tout le monde qui soit capable de résoudre les problèmes là où on se trouve. Et nous en avons les moyens. Et nous avons tous les moyens possibles. On n'a même pas parlé de la diaspora, surtout avec le concours de la diaspora. Là aussi, la diaspora doit arrêter de demander ce qui n'est pas nécessaire. Ouais. La diaspora ne doit pas croire que finalement... on doit en parler. On parle de la présidence aujourd'hui, d'accord? C'est simplement une façon d'introduire les sujets, d'accord? Ouais. Mais je ne crois pas que pour pouvoir aider mon pays, j'ai besoin d'être absolument président, d'accord? Les gens de la diaspora, eux aussi, on parlera à un moment donné, d'accord? Ils doivent comprendre que finalement, s'il y a des Belges qui veulent aller au Congo sans avoir la nationalité congolaise, mais eux aussi, ce n'est pas nécessaire de faire des débats. On veut des élections, on veut qu'on organise des élections ici, à la diaspora, d'accord? Mais on est combien qui votons pour les problèmes qui nous concernent ici? Combien? Nous sommes vraiment... je voulais seulement le temps que vous écoutez cette émission, vous pouvez subscribe, vous pouvez like, vous pouvez les partager et nous sommes tellement très contents. Et aussi nous voulons que vous puissiez écouter monsieur professeur David. Il est professeur à la cité collégiale. Et ça n'engage pas la cité collégiale, hein, c'est ce que je dis ici. Non, ça c'est différent. Oui. Là, il parle de là où il vient, d'origine du Congo. Oui. Et aussi, en passant, nous disons merci à M. Bainino Amissi, c'est lui qui nous a aidé de filmer cette image. Et aussi, nous disons merci à Maman la Promesse et toute la famille et tous les auditeurs qui doivent nous écouter. Nous sommes tellement très contents sur Bethsaida TV. Nous sommes tellement très contents, prof, de répondre à nos questions. Vous êtes les bienvenus encore. On doit faire notre émission et nous pensons que tu dois y répondre. Bon, merci bien. Bienvenue. Merci, Bas. Au revoir.